Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Le podcast où on reçoit un médecin chaque semaine d'une spécialité différente. Cette semaine, on a reçu Dr Omi qui travaille en urgence au Centre universitaire de santé de McGill. Oui, c'était vraiment une discussion intéressante parce que Dr Omi est non seulement urgentologue, mais aussi spécialisé en médecine de désastre. Puis elle nous a vraiment donné un vrai portrait de c'est quoi la spécialité. Ça n'a pas mis des gants blancs, elle nous a vraiment expliqué c'est quoi les points positifs autant que les points négatifs, puis autant que ça a l'air d'un milieu stimulant, autant que c'est un milieu, je pense, qui vient avec certains enjeux, puis c'est important d'en parler. Donc, sur ce, on vous souhaite bonne écoute et faites vos 10 000 pas. L'épisode d'aujourd'hui est possible grâce à notre commanditaire Archer. Archer, comme vous l'avez pu le voir dans nos épisodes précédents, c'est une firme de finance. Mais sachez que même si la finance vous fait peur, on vous conseille fortement de les contacter parce que c'est possible avec eux de débloquer plus de 100 000 de bourse. 100 000 de bourse. 100 000 de bourse, là, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, on vous conseille fortement de prendre un rendez-vous. Oui, exact. Ça se prend bien. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous dès maintenant, le lien est sous la vidéo. Puis, dans le fond, c'est vraiment une expérience client qui est top-notch. Là, avec Archer, je parle d'expérience là, avec eux. Ils sont faciles d'approche. Tout est rendu vraiment simple pour vous. Puis, c'est vraiment une courte rencontre. Là. Ça peut prendre juste 20 minutes. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous dès maintenant avec une entreprise super qui est spécialisée en médecins puis qui offre des services totalement gratuits aux étudiants. Donc, allez voir ça. Donc, bonjour, Dr Omi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Donc, pour commencer, on va en apprendre un peu sur vous puis votre parcours. Donc, est-ce que vous avez toujours su que la médecine, c'était quelque chose qui vous intéressait? Réponse honnête, non. J'ai passé par plusieurs idées avant de m'arrêter sur la médecine. J'ai déjà pensé être pilote d'avion. Ça, c'est la première chose que je voulais faire. Je voulais être pilote d'avion. Après, ça a changé. Je voulais continuer, mettons, l'entreprise familiale. Mes parents avaient démarré une entreprise de construction. Puis bon, je voulais continuer ça. Puis après, à cause de mes activités puis de mes emplois d'étudiant, moi, j'ai été sauveteur pendant 9 ans. J'ai aussi fait la patrouille de ski de 15 ans jusqu'à 20 ans. Puis là, j'ai été exposée à vraiment certains cas assez graves. Puis c'est là que vraiment, j'ai décidé que non, en fait, moi, j'aime soigner des patients, puis c'est ce que je veux faire. La piqûre est venue un peu de cette expression-là. Oui, absolument. Vous êtes rentrée directement après le cégep, c'est ça? Non. En fait, ce cheminement-là a débordé du cégep. Moi, j'ai été étudier 2 années en administration des affaires au HEC. Puis après ça, j'ai changé. En fait, j'ai même demandé si c'est possible de retarder mon admission. J'aimerais ça finir mon bac en administration des affaires. J'aimais quand même ça. Puis je voulais participer au Jeux du commerce, puis j'avais été acceptée pour aller faire un stage en Espagne. Ouais, faire une session pour perfectionner mon espagnol. Finalement, ça n'a pas fonctionné, c'était pas permis. J'ai changé après 2 ans. Donc, j'ai jamais complété mon bac en administration des affaires. Puis vous êtes allé faire votre médecine à l'université Sherbrooke, c'est ça? Ouais. Mm-hmm. J'ai adoré ça. Ouais. Mm-hmm. Je suis encore amie avec ceux avec qui j'ai étudié, plusieurs personnes de ma promo. D'ailleurs, après l'enregistrement, je vais voir un de mes amis, là, justement, qu'on a étudié ensemble. Ouais. Ah, c'est le fun. Ça fait des belles cohortes aussi. Puis est-ce que déjà rendu à Sherbrooke, vous saviez que vous vouliez aller diriger vers la médecine d'urgence? Absolument. Moi, je suis allée en médecine pour faire ça. Okay. C'était clair. J'ai toujours aimé les situations urgentes. Puis, j'ai été exposée à comme je disais, des patients là, qui avaient ils ont été accidentés, puis c'était très grave. Je savais pas quoi faire. J'avais été au bout des premiers soins. Puis après ça, c'était clair, je voulais voir la suite. Puis j'ai considéré orthopédie, anesthésie. J'ai vraiment comme fait des stages. Mais donc, c'était plus à ce point-là une réflexion que je voulais faire, mais j'ai jamais vraiment choisi autre chose que la médecine d'urgence. Genre un petit intérêt, mais rien remplacé le premier amour. Je pense que c'est parce que ma bonne amie, elle s'en allait en orthopédie. Puis là, j'étais un peu influencée. Je voulais peut-être continuer mes études avec elle si on s'entendait bien. C'était pas... mais à bien y penser, je pense que j'ai fait le bon choix compte tenu de ma personnalité. Puis pendant vos 4 ans de médecine, est-ce que vous trouviez que vous aviez une bonne exposition à la médecine d'urgence? Ce que je regarde, mettons, nous, nos rotations, j'ai pas l'impression qu'on en fait beaucoup en urgence. C'est juste en 4e année, je pense qu'on commence à être exposé. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Je pense que j'en avais pas eu beaucoup d'expositions. Puis quand j'ai
en fait, était le temps de choisir mes stages à option. J'ai dû prendre beaucoup d'urgence parce que je n'avais pas fait tant que ça. Mais je dois dire aussi que j'ai fait quelques gardes à l'urgence comme en surplus, justement pour essayer de devenir un peu meilleure puis de connaître les patrons qui travaillaient là à Sherbrooke, en tout cas pour vraiment être sûre là, que je m'alignais dans la bonne direction. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai fait un petit peu comme ça en surplus, là, pas à outrance, là, mais peut-être un total d'une semaine répartie là, dans ma formation. Là. Mais oui, je suis d'accord, il pourrait en avoir plus. Je sais qu'au CUSM, chaque étudiant a 2 stages obligatoires à l'urgence. Okay. Je ne sais pas si c'est plus ou moins qu'ailleurs, mais je pense que c'est une très bonne formation pour les étudiants. Ouais. C'est clair, là, c'est de tellement avoir de variété, puis c'est différent comme pace, là, comme rythme. Mais oui, puis aussi, ça fait réviser pas mal tout le cours de médecine. C'est qu'on voit des pathologies en neurologie, en cardiologie, on voit, tu sais, la pneumo, on voit la chirurgie générale, on voit de tout. Alors, tu sais, c'est excellent pour avoir les connaissances à jour. Absolument. C'est clair. Puis là, quand vous allez commencer votre résidence, vous l'avez fait à quel endroit, votre résidence? McGill, OK. C'est là que vous avez transféré. Oui. Fait, les études de médecine en français, puis après ça, la résidence plus en anglais. Ouais. Mais en fait, on parle beaucoup en français à McGill. Ouais, c'est surprenant. On parle en anglais, mais on essaie de faire attention. Et pourquoi vous avez décidé de faire la résidence de, je pense, c'est 5 ans au lieu de l'option médecine familiale avec une 3e année en urgence? Oui. Bien, bonne question. Je pense que, tu sais, ça n'aurait pas été grave d'avoir fait l'autre. Pour être honnête, maintenant, je parle de ça, puis, ça fait 15 ans que je suis dans la profession. Alors, c'est sûr que j'ai un recul. Mais moi, c'est que je voulais développer une surspécialité. J'ai toujours voulu faire préparation au désastre, médecine de désastre. C'est maintenant un peu ce que je fais, ce que j'ai choisi. Donc, je trouvais que le programme de 5 ans me donnait plus de temps pour développer une pointe d'expertise. Puis aussi, pour être vraiment honnête, j'ai pas eu beaucoup de stages en médecine familiale qui m'avaient accroché. Je pense qu'il y a vraiment des stages très intéressants qui existent en médecine familiale en région ou en tout cas dans certains milieux. Puis pour X raison, moi, ça n'a pas été mon expérience. Puis j'ai pas été assez stimulée. J'ai renouvelé des permis de conduire, j'ai prescrit la pilule. Puis après ça, je trouvais que c'était un peu redondant. Puis ça peut être tellement plus que ça. Mais je pense que c'est juste une question des fois de chance, de quelle sorte de clientèle tu as eu dans ta clinique, qu'est-ce que tu as eu comme exposition. Puis moi, ça a été ça. J'ai fait plutôt un stage en CLSC en milieu urbain, mais peut-être j'ai tout le temps vu des petits cas parce que j'étais la plus junior. Fait que peut-être que je n'allais pas voir les cas qui étaient plus réservés aux résidents. Tu sais, ça se peut, là. C'est ce que je pense un peu qui est arrivé. Fait que ça m'avait pas... j'ai trop d'énergie, moi, là. Il faut que ça roule. Puis est-ce que dans les hôpitaux, il y a une différence entre les rôles qui est accordé aux gens qui ont fait l'urgence en 5 ans et le rôle des médecins? Parce qu'il y en a des médecins de famille, je pense, qui font la 3e année, qui vont travailler en hôpital aussi en urgence. Ou même ceux qui en font même pas, des fois. Je pense surtout en région. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, d'emblée, je veux dire, peut-être, moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas 2 méthodes. Là. Je suis plus ou moins en faveur de cette séparation-là, mais c'est comme ça. Donc, moi, je suis en faveur d'une formation spécialisée en médecine d'urgence. Tu sais, qu'elle soit peut-être un peu plus courte, ça serait bien correct. Mais je pense que, tu sais, il ne devrait pas avoir deux formations différentes pour faire la même affaire, à mon avis. Mais bon, c'est pas ça la question. Je vais répondre à la question. Dans les faits, non. Dans une salle d'urgence, si, peu importe le diplôme que tu vas soigner les patients, puis tu vas avoir les mêmes responsabilités cliniques. Où ça change un peu, c'est dans les points d'expertise. Donc, en général, les gens qui ont fait 5 ans ont eu le temps de développer un peu plus une surspécialité. Puis ça leur amène à avoir des tâches ou des activités cliniques en surplus de la médecine d'urgence. Donc, je parle, par exemple, de médecine sportive, de toxicologie, de médecine préhospitalière, traumatologie. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'expertise à aller chercher en plus de, disons, les connaissances de base pour faire de la médecine d'urgence. Puis parlons-en de la vôtre, de votre spécialité en médecine de désastre. Nous, on était bien curieuses d'en apprendre un peu là-dessus. Donc, c'est quoi exactement la médecine de désastre? Bien, la médecine de désastre, c'est très vaste, OK? Ça pourrait, à la limite, inclure la médecine humanitaire, ça peut inclure la médecine préhospitalière. Ça peut être assez vaste parce que les désastres, ça implique que tout le monde qui est dans le système de santé doit être coordonné. Donc, ma partie que j'ai choisie, c'est vraiment au niveau hospitalier.
Donc, moi, je suis pas en ce moment impliquée en médecine humanitaire, aller faire des missions à l'étranger. C'est pas que j'aimerais pas ça, c'est juste qu'en ce moment, c'est pas possible pour moi de faire ce type de, de stage, pas de stage ou de mission. C'est ça le mot que je cherchais. Tu sais, je pense que je perdrais mon emploi. Actuellement, ce n'est pas possible pour moi de quitter comme ça et de dire, OK, faites mes chiffres de nuit, là, puis moi, je m'en vais en Afrique, puis je reviens un moment donné. Ouais. Donc, c'est juste pour dire que pour le moment, c'était pas simple. Fait que j'ai pas pris cette voie-là. Moi, je voulais aussi m'impliquer localement. Donc, dans mon milieu de travail, pour vraiment essayer d'améliorer la façon qu'on se prépare pour recevoir une arrivée massive de patients. Donc, les formations, les simulations, puis d'essayer de faire de mieux en mieux à travers ma carrière. Moi, si je pourrais dire un souhait que j'ai, c'est que avant de prendre ma retraite, qu'il y ait un curriculum annuel qui existe pour préparer les gens aux différents codes d'urgence. Il n'y a pas juste le code orange, il y a le code argent. Tu sais, il y a... Une panoplie de codes possibles. Ben oui, il y a code jaune, code brun, il y en a plein. Donc, tu sais, panne informatique. Donc, il y a toutes des choses comme ça qui arrivent. Puis, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de formation. Tu sais, comme je vous retourne la question en médecine, est-ce que dans votre curriculum, il y a quoi que ce soit qui vous prépare? Pas à date. Ouais. Pas beaucoup. On a un an qui fait un peu plus. C'est ça. Peut-être qu'il y en a plus tard. Mais... Ben peut-être, mais c'est ça. Faudrait voir. Je pense que tout le monde doit être un petit peu plus préparé. Il y a des connaissances médicales, mais il y a des connaissances aussi des rôles. Qui fait quoi? Qui est en charge de quoi? Tu sais, de comprendre ça, comme la traçabilité des patients, comment ça se fait. Les étudiants, quel serait leur rôle dans un code orange? Quel serait le rôle des résidents, des infirmiers, infirmières et du personnel de sécurité? Tu sais, ça doit être mieux expliqué, je crois. Puis, je pense que quand on est nouvellement embauché dans un centre hospitalier, soit comme étudiant, soit comme agent de sécurité, préposé aux bénéficiaires, il devrait avoir une formation obligatoire. Il y en a, là, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais tu sais, disons, un petit peu plus élaborée, puis un petit peu plus concrète, qui soit obligée pour tout le monde. Puis moi, je me demandais, vous êtes allé faire une maîtrise, c'est ça, en Italie, je pense, dans ce domaine-là, donc en médecine d'urgence. Puis c'était quoi l'avantage de partir la faire en Europe? Est-ce qu'il y en a certains ou tout ça? Bien, c'est sûr que, mis à part de passer 2 mois en Italie, bon, ouais. Mais non, la réalité, c'est que c'est un programme qui permettait pour moi d'étudier, de faire une maîtrise sans devoir arrêter de travailler à temps plein à la salle d'urgence. Parce que pour moi, c'était pas une option. Mon patron m'aurait pas permis. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'est prendre 2 mois, disons, de temps protégé pour pouvoir quitter. Mais le reste de la maîtrise se faisait à distance. C'était même avant la pandémie, mais ça se faisait avant la pandémie, pas la téléconférence, mais les études à distance. Donc, on se connectait. C'est juste que moi, il fallait toujours que je m'ajuste avec l'horaire de l'Europe. Ouais. Donc, pour eux, c'était en fin de journée. Moi, c'était le matin. Mais ça fonctionnait très, très bien. On avait des cours en ligne. On avait des travaux. On avait un projet de recherche à faire. Puis, le 2 mois, c'était vraiment pour aller rencontrer les experts, voir un petit peu les différentes façons de faire. Puis, vraiment, pour bien répondre à la question, le modèle européen est différent. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plus de médecins en dehors des hôpitaux. Ils vont plus sur le terrain. Ils ont des outils de triage un peu différents. Ils ont un rôle différent pour les médecins en général dans le système de santé. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi d'être confrontée à ces différentes méthodes. Et puis, ça m'a permis d'être plus critique, de voir qu'il n'y a pas juste une façon de faire, puis peut-être de ramener des idées à la maison. Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, développer des programmes peut-être qui se basent sur des idées que vous avez pu voir ailleurs. Oui, tu sais, comme il y a quand même beaucoup d'avancées en techniques de simulation, en façon de coordonner les différentes agences pour faire des simulations qui incluent pas juste une profession, mais plusieurs. Tu sais, comme juste vous expliquer, moi, quand j'étais là-bas, ils m'ont demandé d'être le premier médecin sur les lieux. OK? D'un désastre qui était sur une autoroute. Ils ont fermé une autoroute d'Italie. Fait que le désastre, c'était comme une collision entre camion et voiture. Au total, il y avait 10 véhicules dans un long tunnel avec aucune lumière. Puis ça criait, puis il y avait un déversement de produits chimiques. Puis ça s'est passé là, on parle d'une simulation. Ben, c'est une simulation, mais je vais vous dire, je suis encore stressée juste à y penser. Ouais. Je voulais juste faire sûr que c'était pas arrivé. Puis tous ces gens-là parlaient juste italien, les patients simulés. Puis ils étaient bien entraînés. En tout cas, ça avait des bons acteurs. Alors moi, je suis arrivée là, comme là-bas, c'est le médecin arrive sur la scène. C'est comme ça, nous, c'est pas comme ça au Québec, mais là-bas, c'était ça. Et moi, j'étais la première personne sur les lieux
de cette scène-là, puis il a fallu organiser les soins. Avec un traducteur, parce que malheureusement, je n'avais pas encore appris l'italien. Fait qu'au Québec, en général, au contraire, c'est souvent les patients sont amenés au médecin, c'est ça, en hôpital, puis moins les médecins qui vont directement sur le terrain. Mais il n'y a pas de médecins qui vont faire le triage ou nécessairement la coordination d'emblée sur la scène. Okay. C'est pas absolument comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais puis qu'il n'y a pas des équipes spécialisées qui vont y aller, mais le modèle, en général, c'est plutôt les médecins, le corps médical reste plutôt à l'hôpital. Mais en tout cas, c'était pas ma plus grande leçon apprise là-bas, là, mais c'était simplement, pour moi, l'expérience. Je pense qu'ils voulaient qu'on vive un certain stress aussi, de voir c'est quoi qu'on ressent pour les intervenants qui vivent une situation réelle de désastre, qu'est-ce qu'on ressent comme stress, puis qu'est-ce qu'on a à faire comme débriefing après. Puis je peux vous dire là, que moi, j'ai vraiment ressenti un besoin de faire de la rétroaction après parce que, j'avais vécu des choses, même si c'était pas une vraie situation. Je l'ai vécu quasiment comme si c'était vrai. C'est clair. Mais justement, quand on parle de médecine de désastre, ça doit tellement venir avec ce genre d'émotion-là, de grand stress. Tu sais, justement, même ça doit être l'urgence en général, j'ai l'impression aussi. Oui, c'est clair. Est-ce que vous avez souvent des debriefings comme ça? Est-ce que ça fait partie de la pratique? Bien, c'est intéressant parce que dernièrement, en tout cas, je dirais dans les 3 dernières années de ma pratique, quand on a un arrêt cardio-respiratoire, puis on a activé un code ECMO, tout ça pour vraiment... On prend quelques minutes après, puis on en discute. Qu'est-ce qui a bien été, moins bien été? Y a-t-il quelque chose qu'on a pu faire de différent? Ou s'il y a un cas qui a été très dur, soit parce que ça a mal fini ou parce que c'était complètement inattendu ou pour X raison, il y a eu des difficultés, bien oui, on prend un peu de temps. C'est difficile parce qu'on a beaucoup de patients à gérer. La salle d'urgence n'arrête pas pendant ce temps-là, mais je trouve que ça arrive qu'on le fait de plus en plus. Est-ce que c'est systématique? Tout le monde est obligé de le faire et tout le monde le fait tout le temps? Non. Mais moi, je parle de mon expérience personnelle où ça arrive quand même assez fréquemment. Je trouve ça important parce que ça peut prévenir des burn-out, syndrome de stress post-traumatique pour quand ça a été vraiment difficile. Puis aussi, ça permet de s'améliorer, simplement. Puis d'essayer d'ouvrir la conversation, de permettre aux gens de s'exprimer, que ce soit pas comme tabou ou mal vu de commenter, que ce soit ouvert. Puis essayer de s'améliorer, tout à fait. Parce que clairement, mettons, moi, c'est justement une des choses que j'ai une impression que j'ai de la médecine d'urgence, que c'est comme tellement des fois des situations que ça peut se passer rapidement, puis que moi, j'ai l'impression que ça me resterait dans la tête comme longtemps, je sais pas comment dire. Puis souvent, sûrement que les patients, vous les revoyez pas non plus. Fait que c'est comment de vivre avec ce genre de situation-là, un peu? Mais ça fait partie des difficultés du métier. En général, c'est pas tout le monde, mais en tout cas, je vais parler pour moi. Ouais. Une des choses les plus difficiles dans le métier, c'est les horaires. Les changements d'horaire constamment, devoir travailler la nuit, d'essayer d'être aussi efficace la nuit que le jour. C'est très difficile, mais c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, pour moi, ça, c'est une des choses difficiles, les horaires. Mais après ça, il vient effectivement les cas plus difficiles. Puis, je pense qu'il n'y a pas un urgentologue qui a travaillé à temps plein pendant au moins 10 ans, qui n'a pas au moins 1 ou 2 histoires difficiles. Des histoires auxquelles il ou elle repense périodiquement. Ça, je suis certaine. Je pense que tranquillement, le milieu s'ouvre à parler plus de ça. Là, dans des conférences des dernières 2 années, j'ai trouvé qu'il y a eu des présentations qui adressaient ce fait-là, qui est de devoir vivre avec des cas difficiles. Mais je vais vous donner quand même une vision que j'ai, moi, là-dessus, c'est qu'il faut voir combien de gens on aide, puis combien, des fois, que peut-être on aide moins. Je pense qu'en général, pour la plupart, le ratio est extrêmement favorable. C'est une salle d'urgence. Il va y avoir des cas difficiles, il va y avoir des gens qui vont décéder. C'est pas ce qu'on souhaite, mais ça serait utopique de penser que chaque patient, sa situation va bien finir. C'est pas réaliste, compte tenu des statistiques, de la raison pourquoi les gens viennent. Donc, c'est ça. Faut être capable d'en parler aussi. Moi, j'ai appris à en parler. Des fois, à le dire à un collègue, une collègue, dire « Hey, j'ai trouvé ça difficile, ce cas-là. » Je te le cache pas, c'est un peu dur. Fait que je vais prendre une couple de journées plus relax pour alléger mon heure un petit peu. Puis des fois, tu sais, ça m'est arrivé que, mettons, de reparler aux mêmes collègues ou, tu sais, juste... Puis ça m'a toujours beaucoup aidé. Puis je pense que c'est ça, c'est de le dire si jamais c'est plus difficile que prévu.
c'est essentiel. Fait que dans le fond, c'est pas juste la médecine d'urgence. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça doit être un peu le cas pour tout le monde. Oui, je pense que oui. C'est juste qu'à l'urgence, peut-être ça pourrait arriver un peu plus à cause de l'imprévisibilité. Puis je vous cache pas, le chaos là, actuel dans les salles d'urgence, il y a beaucoup de monde, c'est débordé, il n'y a pas beaucoup de place pour faire notre travail. Fait que je pense que ça ajoute au risque. Mais là. vous, ça fait 15 ans que... Ben 15 ans, mettons, depuis que ça fait 10 ans que j'ai gradué. Donc, moi, j'ai gradué en 2010. Ben là, 11 ans, là. C'est ça. On est rendu à 11. Mais tu sais, je rajoute, mettons, ma médecine, ma résidence, là. Donc, je pense qu'on a vu beaucoup de patients. Mais est-ce qu'en ce moment, c'est vraiment comme pire que ce que vous aviez connu avant? Oui. Pour moi, le pire au niveau de débordement, c'était juste avant la pandémie. Ah, ouais? Je me rappelle que j'allais au travail puis j'avais des fois l'impression que c'était une zone de guerre. Il y avait des patients partout dans les corridors. C'était du jamais vu. On avait atteint un niveau là, extrêmement inquiétant. C'était des fois stressant parce qu'on se sentait là, qu'on était sur la limite de ne pas pouvoir gérer tout ce qui se passe. Puis sans même penser à ceux qu'on n'avait pas vus encore. Fait que, avec la pandémie, ça s'est calmé énormément pendant un bout de temps. Là, c'est redevenu occupé, mais on a eu le temps de s'organiser un peu plus pour gérer ce chaos-là. En tout cas, je parle pour chez nous. Mais c'est encore difficile sur une base quotidienne. On a augmenté des corps, on a plus de médecins, on a plus d'infirmières, puis on a réparti les tâches et on a identifié les lits mieux. Donc, on peut plus facilement trouver les patients là, qui sont en attente. Là. Puis moi, je me demandais, j'ai aussi l'impression un peu que l'urgence, c'est toujours ça go. Là. Tu rentres à ton chiffre, puis ça y va, fast-paced. Mais est-ce qu'il y a des moments plus relax des fois? Ça varie-tu beaucoup? Ou c'est vraiment tout le temps dans le tapis? Bien, c'est sûr qu'il faut comprendre qu'on n'est pas toujours dans la salle de réanimation. T'sais, moi, j'aimerais ça avoir tout le temps le chiffre qui implique de travailler dans la salle de réanimation. Puis je pense que j'ai plusieurs collègues qui aimeraient ça. Pas tous. Mais c'est pas comme ça. Il faut faire aussi le côté ambulatoire. Mais tu sais jamais, ça m'est arrivé d'avoir des arrêts cardiaques dans le côté ambulatoire, des convulsions, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver. Mais je dirais que c'est occupé, mais différemment. L'ambulatoire, ça roule, c'est un patient après l'autre. La salle de réanimation, des fois, on va passer plus de temps à gérer un cas parce qu'il y a besoin de soins, il y a besoin de procédures, tout ça. Donc, c'est différent dans ce sens-là. Idéalement, oui, pour voir le nombre de patients qu'on aimerait pouvoir voir, pour être le plus aidant au système, il faut être toujours en train de faire quelque chose, bouger. Tu ne peux pas vraiment t'asseoir très longtemps. Moi, je pense pas que j'ai beaucoup de collègues qui prennent plus que 15 minutes pour manger leur lunch. Il y en a peut-être là, que oui, mais c'est pas la majorité. C'est pas un métier pour dire, OK, je m'en vais prendre 1 heure, manger au restaurant de l'autre côté. Ceci étant dit, j'ai quand même des contacts en France qui m'ont dit qu'eux, ils avaient instauré ça dans certains des hôpitaux. Là, ah ouais, ça peut être le petit lunch au bord de la rue. Mais eux autres, ils ont dit qu'ils l'ont fait pour des raisons de santé mentale, de qualité de vie au travail. Je trouve que c'est logique quand même. Je trouve ça intéressant comme concept, mais en tout cas, nous, à mon hôpital, on n'a pas encore fait ce genre d'adaptation-là. Les gens ne t'attendraient pas qu'on parte pendant 1 heure, mettons. Fait que, c'est assez rapide, un petit repas, on revient. Faut être... Le plus difficile pour moi, c'est quand j'ai travaillé de nuit, puis là, j'ai pas eu beaucoup de repos, puis là, il faut que je revienne, puis là, il faudrait que j'aille aussi vite que comme si j'avais jamais fait un chiffre de nuit, là. On dirait que moi, dans ma tête, je suis en convalescence encore de ma garde, mais des fois, l'horaire est pas favorable, là. Ça doit mettre une pression, justement, d'avoir tout le temps un flow constant de gens qui arrivent, puis là, quelqu'un qui vous dit, par exemple, « Ah, ça fait 8 heures que j'attends, ça n'a pas de bon sens. » On dirait que ça doit donner le goût d'aller plus vite. C'est vrai, mais moi, je vais vous parler de quelque chose. Je vous ai dit au début de l'entrevue que j'ai travaillé pendant 9 ans comme sauveteur, mais j'en ai attendu des heures, tu sais, qui arrive de quoi. Tu sais, comme sauveteur, c'est pas vrai qu'il y avait beaucoup de cas, là. Puis à un moment donné, tellement que j'avais décidé d'aller faire mon cours de sauveteur océanique puis travailler sur les plages océaniques je voulais avoir de l'action. OK? Mais je me rappelle vraiment, c'est quoi la sensation d'attendre après quelque chose, d'attendre que... Fait que, tu sais, moi, dans mon métier, j'attends jamais, moi... Ben non, c'est pas vrai, j'attends toujours après quelque chose, mais j'attends pas après des patients. Il y en a toujours des patients. Mais tu sais, j'attends des résultats, j'attends que le résident revienne. Tu sais, j'attends toujours quelque chose, c'est pas ça que je veux dire, là, mais je manque jamais d'ouvrage, puis j'attends pas qu'on ait besoin de mes services. Ben, je pense pas qu'il y a aucun médecin qui attend ça, là, mais... Ce que je veux dire, c'est que la demande de soins, elle est énorme. Constant, elle est constante. Tu peux travailler autant que
J'ai pas le temps de regarder vraiment mon heure tant que ça. Je vais regarder des fois, mais souvent, c'est plus pour me dire, il reste juste 1 heure, dépêche-toi, là. C'est le chiffre de passer vite. Oui. Si on se sent tout le temps occupé, tout ça. Absolument. Puis, tu sais, honnêtement, il y a beaucoup de divertissement dans la salle d'urgence. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment le théâtre, là, mais moi, j'ai toujours dit, j'ai pas toujours le temps d'aller au théâtre, j'ai pas d'abonnement, mais tu sais, comme c'est inclus un peu dans mon métier. Tu sais, des fois, tu te dis, oh, tu sais, il y a parce qu'on a des cas de psychiatrie, on a des traumas. C'est incroyable, des situations dans lesquelles les gens s'y mettent. Une grande Fascinant. variété. C'est fascinant. Je me demandais un peu, c'était quoi les... Je sais que vous n'aurez pas de chiffre exact, là, mais les proportions de cas qui sont vraiment urgents versus les gens qui viennent... parce que bon, il y a un manque de médecins de famille, premièrement, fait que ça aide pas à engorger les urgences, je pense. Là. Puis aussi, juste la proportion de gens, justement, des cas plus légers. Là. C'est sûr que ça dépend quel corps de garde tu fais. Si tu fais le côté monitoriser les civières, la salle de réanimation, c'est sûr que la proportion va être plus grande. Je suis sûre que ces chiffres-là précis existent. Là. Il y a des statistiques là-dessus. Il faudrait valider ça. Là, mais j'aimerais vous dire que c'est 90% de cas urgents, mais c'est faux. C'est pas ça. C'est juste que ça, souvent, tu le sais juste à la fin. Donc, puis aussi, il faudrait définir c'est quoi urgent. Fait que si vous voulez dire hypotension, arrêt cardiaque, là, c'est vraiment une infime proportion, mais il y a beaucoup de cas urgents que tu vas voir dans le côté ambulatoire. Finalement, tu sais, l'obstruction intestinale, là, si c'est urgent, il faut la reconnaître. La colique néphritique, qui finalement, c'est un anévrisme de la aorte rupturée, bien là, tu sais, c'est ça. Mais c'est pas à tous les jours. Je suis pas capable de vous dire un chiffre exact. C'est un pourcentage, je trouve que ça serait comme juste envoyé en l'air. J'aimerais toujours que ce soit plus, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'autre place pour avoir leurs soins. Ouais, c'est ça. Il faut le dire. Fait que ça fait que des fois, les gens viennent, puis c'est peut-être pas super urgent, mais là, ils en ont assez de leurs problèmes. Puis ils n'ont nulle part d'autre où aller. Puis la médecine privée, c'est pas une solution pour tout le monde, là. Pas tout le monde peut se permettre ça, là. Alors, c'est ça que je vous dirais. Fait que, mais il faut faire très attention pour catégoriser. Il faut bien voir le patient. C'est des fois, sait jamais. Ben, tu sais, tant que tu l'as pas vu, là, tu sais pas si c'est... Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est pour ça que je dis à tout le monde, là, la médecine, vite, dans le corridor, « Hey, dis-moi donc, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire avec tel petit bobo? » Non, faites pas ça. Là. Prenez le temps d'écouter correctement les informations, puis vraiment regarder c'est qui devant vous, ce patient-là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la plainte. Prenez une bonne histoire, un bon examen. Médecine de corridor, là, c'est à éviter. Puis moi, je me demandais aussi, c'est là où vous avez parlé, genre prendre des examens, tout ça. Il y a quelle partie de la pratique, en fait, qui est plus procédurale, puis quelle qui est plus comme de recherche, de diagnostic, ainsi de suite. Comme c'est sûr qu'en salle de réanimation, je pense que c'est plus, t'agis plus en général, mais est-ce qu'il y a d'autres aussi procédures que vous faites couramment à l'urgence? Bon, OK, c'est ça. Peut-être ça serait possible de répondre. Là. Donc, les procédures les plus courantes, c'est des voies centrales, c'est des drains thoraciques pour les pneumothorax, des ponctions articulaires pour essayer de comprendre la nature d'un épanchement, là, d'un genou, par exemple, qui est arthritique là, avec une effusion. Ensuite, dans les procédures fréquentes, les points de suture, c'est sûr, on en fait presque sur chaque garde. Les intubations endotrachéales, c'est quand même fréquent, c'est sûr. Les ponctions lombaires. Quand même une grande variété. Oui, il y a une variété. Mais ça, je pense, je vous dirais les plus... les réductions de fractures. Je ne sais pas si vous voyez... Oui, ça compte. On en fait pas mal. Ou de dislocation. Oui, réduire des dislocations, mettre des plâtres. Oui, finalement, on en fait pas mal. C'est sûr qu'il y a certaines urgences qui ont plus de traumatologie que d'autres. Donc, on va peut-être en faire plus de ce type de procédure-là. Il y a des urgences plus occupées que d'autres. Donc, pour quelqu'un qui aime ça, quand même, travailler avec ses mains, il y a quelque chose en urgence. Oui, mais on n'a pas de procédure qui dure très longtemps. Tu sais, comme, mettons, en chirurgie plastique, peuvent être des heures dans la salle d'opération. Nous, on n'a pas ça, là. C'est en général assez rapide comme procédure. Puis sinon, je me demandais aussi, je change un peu de sujet, mais je reviens un peu à la médecine de désastre. Ouais. Est-ce que la pandémie qu'on vient de vivre, ça va avoir changé quelque chose dans les protocoles, tout ça? Est-ce qu'on pourrait qualifier que c'était comme un désastre? Parce que là, vous avez dit que ça allait désengorger les... Oui, c'est énorme, là, comme la magnitude, là, l'amplitude, de la crise là, qu'on vit. Tout à fait. Et puis, je pense que ce que ça va avoir donné, c'est une structure pour
le système de santé, de comment se coordonner. Puis on peut voir là, qu'un système de santé public bien coordonné, ce qui était peut-être pas tout à fait réussi au début, mais avec le temps, hein, beaucoup d'améliorations, à travailler en respect des différentes spécialités, santé publique, les infectiologues, les autorités, disons, vraiment plus administratives, là, les budgets aussi, tous ces aspects-là doivent être coordonnés. Donc, ça, je pense qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage. Comment le faire? Comment envoyer des directives de haut en bas et que ça s'applique de manière le plus uniforme possible? Comment faire que tout le monde avance dans la même direction? Parce qu'au début de la pandémie, c'était pas clair. Les protocoles n'étaient pas les mêmes partout. Chacun faisait un petit peu dans son hôpital ou dans sa clinique ce qu'il pensait en lisant des recommandations, des lignes directrices sur l'Internet, n'importe quoi qu'on pouvait trouver. C'était pas autant coordonné. Mais après, on a reçu des directives, puis c'était de plus en plus, disons, standardisé d'une place à l'autre. C'est ça que j'ai trouvé, c'est qu'au début, on n'avait pas, rappelez-vous, on n'avait pas le Zoom, on n'avait pas Teams. Donc, on n'avait pas autant de façons de diffuser l'information rapidement à plein de monde. Puis, il y avait beaucoup de monde qui avait été mis en quarantaine à la maison au début. C'est comme ça que ça a commencé, en mars, là. Autour du 12-13 mars, ils ont dit, tous ceux qui reviennent de voyage à la maison. Mais il n'y avait pas de Zoom, là, il n'y avait pas de Teams. Donc, ça inclut des dirigeants des hôpitaux, ça inclut des chefs de département qui étaient allés en voyage avec leur famille et qui, là, maintenant, étaient confinés à la maison. Alors, c'était un peu chaotique, là, dans le réseau. Puis, il n'y avait pas encore des protocoles. Voici comment on soigne la COVID. Voici comment on doit installer les milieux de soins. Donc, chacun s'est un peu débrouillé dans ses milieux. Il y avait une rupture de stock, il n'y avait pas d'équipement. Donc, c'est ça. Mais éventuellement, on a vu une gestion un petit peu plus centralisée là, qui a pu apparaître. Donc, en tout cas, c'est une longue réponse, mais pour dire qu'il y a énormément d'apprentissage. Je pense que les protocoles suivant la COVID vont être plus précis, plus concrets, moins théoriques que ce qu'on avait vu par le passé par rapport à les protocole de pandémie, là, tu sais, on a appris énormément, là. C'est clair. Faut le voir un peu comme un côté positif d'avoir eu une crise comme ça, là. C'est les apprentissages qui en découlent. Mais ceci étant dit, je dois nuancer en disant que la pandémie a amené beaucoup de roulements de personnel. Il y a beaucoup de gens qui étaient épuisés après ou pour X raisons. Je ne peux pas nommer toutes les raisons, mais il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur emploi pour aller ailleurs. Des fois, c'est des raisons géographiques. Ils voulaient se rapprocher de leur famille parce que la pandémie, ça a été difficile. Il y en a qui se sont juste tellement épuisés. Il y en a qui ont vécu des situations trop difficiles à leur travail. Ça a été traumatisant pour plusieurs milieux. Donc, il y a eu beaucoup de roulements et ça continue. Donc là, ce qui arrive, c'est que les apprentissages qui ont été faits par des gestionnaires seniors, si ces gens-là quittent, s'en vont ailleurs, bien, tu sais, il faut s'assurer que les leçons tirées sont communiquées aux plus jeunes. Parce que les plus jeunes qui arrivent n'ont pas nécessairement été en charge pendant cette période-là. Donc, c'est très important de mettre par écrit les apprentissages, de vraiment mettre à jour les protocoles maintenant, pas attendre là, que ça soit fini. C'est clair. Qu'il y ait comme des nouvelles personnes en poste qui n'étaient pas vraiment dans ces mêmes fonctions-là durant la pandémie. Sinon, on a parlé un peu tantôt rapidement, mais c'est comment aussi les horaires à l'urgence? Je sais que je shift gear encore, mais je me demande, il y a des chiffres de nuit, mais ça fonctionne vraiment par chiffre, c'est ça? Oui, exactement. On a un nombre de quart à faire dans une année. En fait, temps plein, là, au niveau de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, c'est 144 gardes par année. OK, donc ça fait 12 par mois, qui est un temps plein minimum. Il y en a qui font un peu plus, il y en a qui font un peu moins, mais parce qu'ils font du travail non clinique, c'est-à-dire ils ont un rôle administratif ou, comme je vous ai parlé tout à l'heure, une expertise qui nécessite de leur temps, là, soit en toxicologie, médecine sportive, etc. Là, il y en a plein. Donc, typiquement, un urgentologue va travailler de jour, de soir et de nuit, mais en général, c'est un peu plus de soir et de nuit combinés que de jour, évidemment, parce que si on regarde juste le nombre de gardes, il y en a plus qui sont de soir, de fin de semaine, puis de nuit. Fait que il faut s'attendre dans ce métier-là de souvent travailler à des moments où, mettons, le reste de la famille, les amis, eux, sont en congé. Donc, moi, je travaille 2 fins de semaine par mois. Donc, quand je travaille une fin de semaine, c'est-à-dire que j'ai 2 gardes, au moins dans ce week-end-là. Puis, je ne prévois pas que ça va changer. C'est ça qui est demandé. Puis,
Mais j'ai des congés dans le plein milieu de la semaine. Fait que moi, je peux aller faire mes rendez-vous, mes commissions, mes choses en dehors des heures du trafic. Donc, c'est pas quelque chose qui me déplaît. En fait, j'aime pas tant que ça les horaires qui sont toujours pareils. J'aime rien qui est toujours pareil. Ni dans mes entraînements, ni dans... sauf dans mes amis, ma famille. Ça, c'est stable. C'est bien que ça soit stable, ça. Mais tu sais, je suis pas une personne très routinière. Je fais pas mon épicerie tous les jours à la même heure. Puis, ceci étant dit, j'ai des collègues qui le sont. Là. Fait que ça, c'est juste moi qui parle. Là. C'est pas un prérequis de... Tu sais, mais il faut être assez organisé là, parce que l'horaire te dérègle. OK? Puis, juste une dernière chose à dire, c'est qu'en plus d'avoir fait tes gardes, c'est ça, tu as des réunions, tu as de l'enseignement, tu as des rapports de radiologie à réviser, tu as des tâches là, qui se rajoutent à ça. Là. Ouais. J'ai 2 questions qui me viennent par rapport aux horaires. Donc, premièrement, pour les gens qui ont une famille, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment difficile en urgence selon ce que vous avez vécu ou selon vos collègues? Première question. Mais je pense que c'est un défi pour les familles qui se séparent encore plus parce que là, chacun doit avoir une garde partagée. Puis là, ça veut dire que si toi, tu travailles de nuit, il faut que tu t'assures d'avoir quelqu'un. Donc, ça prend une gardienne ou quoi. Donc, mais si une situation familiale plus unifiée, je pense que c'est plus facile. C'est sûr que si les 2 personnes ont des emplois du temps très chargés, ça peut être problématique. Mais il y a des moyens de s'organiser. Je pense que c'est pas nécessairement plus difficile que pour d'autres professions, mais je pense que le problème vient quand il y a la situation monoparentale. Là, ça, c'est pas simple. Là, parce que t'as pas quelqu'un là, qui peut te remplacer facilement. Je pense pas que c'est propre juste à la médecine d'urgence. Moi, personnellement, j'ai pas d'enfant, fait que je suis peut-être pas la meilleure personne à parler pour exactement qu'est-ce que ça l'implique, mais c'est sûr que je vois mes collègues, puis on veut être là, de ce que je comprends, en les écoutant pour les devoirs, pour les leçons. On voudrait pas manquer, mettons, des activités parascolaires importantes, soit un concert ou des choses comme ça. Fait que ça, idéalement, il faut le savoir d'avance pour pouvoir le bloquer dans l'horaire. C'est bien plate si ton enfant fait un concert de musique puis tu peux pas y aller parce que tu n'as pas prévu ton horaire puis t'es de garde. Mais en général, dans les équipes de travail qui sont fonctionnelles puis qui a de l'entraide, ben tu peux échanger. Donc, s'il y a assez de monde, que les gens ne sont pas trop brûlés, là, parce qu'ils travaillent tout le temps, bien, en général, tu peux échanger s'il faut. Fait que, tu sais, moi, je ne verrais pas ça comme du tout une inquiétude. OK. C'est bon, ça va. Mais juste un dernier point que j'ai entendu des collègues dire, c'est le matin, après qu'ils ont travaillé du soir, c'est difficile parce que tout le monde dans la famille se lève tôt pour aller à l'école. Puis, tu sais, moi, par exemple, je vais juste le dire, puis ceux qui vont écouter ça, qui ont des enfants, ils vont avoir sûrement des palpitations. Mais moi, je me lève à 10 heures le matin quand je me suis couchée tard à cause d'un chiffre de soir. Maintenant, je ne me suis pas couchée avant 3 heures. Ben, moi, je dors. Moi, j'ai besoin de sommeil. C'est normal. Moi, je me lève à 10 heures. J'ai pas de problème, moi, à dormir le matin. Moi, mon problème, c'est de dormir avant mon chiffre de nuit. J'ai bien de la misère. Je suis comme pas assez fatiguée à 9 heures le soir. Là. Fait que, mais tu sais, on a chacun nos petits problèmes de sommeil, là, tu sais, Des fois, on se parle de ça. C'est juste drôle. Mais ouais, ça, ceux qui ont des enfants, c'est difficile le matin. Fait que moi, je vais vous dire mon opinion. Ça, c'est mon opinion seulement. Tu sais, si vous voulez être très, très, très impliqué pour vos enfants, puis vraiment, vraiment, tu sais, jamais rien manquer, je pense qu'il faut être honnête, là. On travaille souvent de soir, de nuit. Je connais pas une salle d'urgence qui permet de travailler juste de jour, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres choix en médecine qui sont peut-être plus faciles à mon avis, pour être vraiment présent de manière très régulière pour les enfants. Tu sais, le week-end, là, quand tu travailles 2 fins de semaine par mois, les enfants, eux autres, sont en congé, là, tu sais. Mais ça se fait, c'est sûr, mais c'est à considérer. Ouais. Puis, est-ce que avec le plus d'années d'expérience, ben, tu sais, plus d'années d'ancienneté, est-ce qu'il y a un plus grand contrôle ou ça reste vraiment constant? Bien, ça dépend de chaque milieu de travail, puis c'est qu'est-ce qu'ils ont négocié comme contrat de travail entre eux ou leurs règles de fonctionnement interne. Je sais que nous, on a des assouplissements qui viennent, mais à un certain âge, pas rien avant 60 ans. Non, c'est 55, je pense. Donc, avant ça, tu bénéficies pas de moins de chiffres de nuit ou de... Tu sais, fait que chaque milieu a son fonctionnement, mais en général, les plus jeunes ne veulent pas faire juste des chiffres de nuit pour que les plus âgés en aient pas. Tu sais, non, c'est clair. C'est ça. Fait que on trouve un équilibre. C'est des choses négociées. Mais c'est un défi. Je pense que la profession doit encore s'améliorer un petit peu par rapport à nos membres qui sont
plus vieillissants, là, j'aime pas ce terme-là vraiment, là, parce que, mais qui deviennent plus expérimentés, juste pour pouvoir leur faciliter, disons, la fin de carrière. Mais il y a beaucoup de changements qui s'en viennent, là, qui sont sur la table, là, ouais, qui ont été négociés. Ouais, c'est bon. Puis moi, je me demandais aussi, j'ai entendu que la spécialité en médecine d'urgence, c'est une des plus contingentées en ce moment, là, dans les dernières années. C'est une tendance qu'ils voient. Puis est-ce que vous l'avez vécu un peu durant votre médecine, quand vous vouliez appliquer en urgence, que vous avez trouvé ça difficile de rentrer, de se démarquer des autres candidats? Oui, j'ai trouvé ça extrêmement stressant parce que, en fait, moi, quand j'ai appliqué, par exemple, à l'Université McGill, en programme de résidence, il y avait un seul poste, un seul résident canadien qui pouvait être accepté. Puis, il y avait 2 postes pour les résidents du Moyen-Orient. Donc, on était 3 dans mon année. Donc, c'était extrêmement contingenté. Je pense que ça n'a jamais été plus contingenté depuis. On n'a jamais eu ça après, juste un résident canadien. Moi, j'ai trouvé ça super stressant dans mon année parce que dans ce temps-là, il fallait que tu décides si tu appliquais dans le réseau francophone ou dans le CARMS anglophone. Puis si tu choisissais dans les CARMS anglophones, il fallait que tu rejettes toute possibilité de pouvoir être appliqué, d'appliquer dans le réseau francophone. Donc, c'était extrêmement déchirant. C'était inhumain. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais je pense que pas longtemps après, ça l'a changé. Fait que moi, j'ai décidé que mon premier choix, c'était l'Université McGill à ce moment-là. Les programmes francophones qui sont excellents étaient moins établis, je dirais. Il y avait un peu moins d'années d'expérience. Fait que ça a été mon choix. Puis, je n'ai pas besoin d'expliquer tout ça, mais donc, je me rappelle d'avoir trouvé ça stressant de devoir dire, OK, non, ici. Et puis là, j'applique là, mais s'ils ne me prenaient pas ou si j'avais pas de poste là, au milieu anglophone, bien, moi, je me retrouvais le bec à l'eau. Fait que je me rappelle d'avoir été vraiment stressée dans cette période-là. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants qui vont peut-être aller vers l'urgence puis qui sentent cette compétition-là? Bien, je pense qu'il faut, premièrement, avoir vraiment fait la réflexion. T'sais, je pense que c'est vrai quand les patrons vous disent, tu dis que tu veux faire ça, mais as-tu considéré tout ça? As-tu considéré tout ce que je vous ai compté, là, les chiffres de soir, les chiffres de nuit, les fins de semaine, le fait que ça change tout le temps, à un moment donné, ton cerveau est déréglé. C'est une réalité. Le stress des cas qui sont difficiles, la pression toujours d'aller vite dans une salle d'urgence, de toujours un autre patient, toujours plus vite. C'est pas pour tout le monde, ça, là. Fait qu'il faut vraiment y penser. C'est correct de faire ça pendant un mois, mais le faire pour toute ta carrière, il faut que tu y penses. C'est pas la même chose quand on a 20 ans que 50 ans ou 55 ans. Donc, c'est difficile, par exemple, à 20 ans de s'imaginer à 55 ans. C'est presque impossible, je comprends. Mais je pense que, premièrement, c'est ça. C'est de faire la réflexion, d'essayer différents stages. Quitte à aller faire une journée en extra, juste comme pour aller être sûr, d'aller vérifier, de demander, OK, je pourrais-tu aller, juste vraiment faire l'effort. Fait qu'une fois que c'est clair, qu'est-ce qui est la spécialité vraiment privilégiée, bien, là, oui, il faut quand même faire des efforts pour s'impliquer. Il faut s'impliquer au niveau social. Donc, si on peut participer à des cours, à des formations, rencontrer les résidents-chefs, s'il y a des activités ouvertes aux étudiants d'y aller, des simulations, par exemple, de désastres, hein? Bon, de s'impliquer là-dedans. Donc, ça, c'est toutes des bonnes choses pour se faire connaître. Puis, je dirais, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup la recherche. Je me suis impliquée dans ma carrière en recherche. Je continue encore. Je pense que c'est un plus. On apprend beaucoup. On apprend autrement qu'en passant des examens. Parce qu'il faut lire beaucoup pour faire un projet de recherche. Donc, ça, c'est... Puis, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des étudiants en recherche. Puis ça m'a permis de les connaître plus. Puis, je pense que à quelques reprises, j'ai eu des conversations sur leur futur professionnel. Puis, je pense que cette interaction-là aurait peut-être jamais eu lieu si on n'avait pas été impliqués ensemble dans un projet de recherche. Fait que, tu sais, un genre de mentorat qui se développe. Oui. Je pense que ça, je vous encourage à le faire, même juste pour cette raison-là. Faites-le pas juste pour le CV. Tu sais, il faut essayer de voir que ça fait partie de l'expérience d'être un étudiant, à mon avis. Puis moi, je vous encourage à tout prendre ce qui s'offre à vous. Ceci étant dit, je dois dire, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Puis je suis très motivée. Fait que je pense que c'est plus que la moyenne des gens. Puis je pense pas qu'on peut s'attendre à ça de tout le monde. Puis, avant tout, c'est la santé mentale et la santé physique. Mais moi, je suis quelqu'un qui fait aussi beaucoup d'activités sportives, presque tous les jours. Je fais un petit quelque chose. Si je suis très occupée, je fais moins longtemps. Mais je vais prendre une marche ou bien je suis trop fatiguée, je vais juste y aller 30 minutes, 15 minutes. Je m'adapte. Je m'adapte à comment je me sens.
mais je sais que c'est bon pour moi. Je suis moins fatiguée à long terme quand je suis active d'une manière régulière, même si c'est pas longtemps. Fait en tout cas, ça aide beaucoup à gérer le stress. La famille proche, des amis proches, faut les utiliser. Puis si ça va vraiment pas, on a des symptômes d'anxiété, on consulte. Moi, j'ai déjà consulté pendant une période dans ma résidence où j'ai eu des situations personnelles difficiles. Puis j'avais besoin d'aide. Là. Je me rendais compte que j'avais un petit peu de palpitations, des fois un petit peu d'anxiété. Ça a duré une période de temps, là, dans un contexte particulier. Puis cette période-là d'environ 10 mois que j'ai consulté, ça m'a énormément aidée. Absolument. Fait que moi, je vous dirais, tu sais, faut s'adapter à comment on se sent. Puis on va chercher de l'aide. Mais oui, c'est une période stressante. La résidence, les études, où est-ce que vous êtes. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'il faut passer par là. Puis, ayez confiance en votre bonne étoile. On a chacun un chemin. Des fois, on veut vraiment le contrôler. On pense qu'on peut 100% le contrôler, mais je ne suis pas certaine, après 15 ans là, dans le métier, qu'on contrôle tout. Là. On voudrait, là, mais c'est pas comme ça. Puis, il faut comme faire confiance à ce qu'on a comme aptitudes et ce qu'on a comme chemin là, qui va se dessiner. D'une manière ou d'une autre, vous allez trouver une façon... Tu sais, là, on n'a pas le temps, là, je le sais, mais j'en ai connu des étudiants, des résidents, tu sais, qui ont eu des difficultés, soit personnelles, il y en a qui ont eu des difficultés professionnelles, il y en a qui n'ont même pas rentré dans aucun programme. OK, ils se retrouvaient le bec à l'eau. Tu sais, avec les années, j'ai connu beaucoup de situations différentes. Puis, souvent, il y a un chemin qui s'ouvre pareil et qui est fabuleux. Fait que, tu sais, des fois, une situation, ça peut s'avérer comme un désastre, mais comme finalement, 2 ans plus tard, ça a donné des opportunités qu'on n'a jamais pensées. Puis, ces personnes-là que j'ai en tête sont très heureuses actuellement. Fait que ça, je voulais que quelqu'un entend ça. Oui, non, mais c'est vrai. Situation-là, ça va tellement... C'est vrai. C'est vrai. Ah bien, merci. C'était tellement des bons conseils. Sinon, pour finir, avez-vous un engagement ou un organisme que vous aimeriez glisser aux auditeurs? Bien, oui, bien, effectivement, c'est sûr que ça va avoir un lien avec mon intérêt pour la médecine de désastre. Donc, moi, je suis impliquée dans un organisme qui s'appelle en anglais le Center for Excellence in Emergency Preparedness. C'est un organisme pan-canadien. Donc, en français, on peut traduire en disant le Centre d'excellence en mesures d'urgence. Donc, c'est un organisme, on a un site Internet. Et puis, bon, moi, cette année, ils m'ont assigné comme la personne responsable du volet recherche. Puis, notre première activité qu'on veut mettre sur pied, c'est un journal club, un club de lecture sur la littérature scientifique publiée dans la dernière année concernant la médecine de désastre. Donc, on veut toucher à la médecine de mass gathering, médecine préhospitalière spécialisée là, en situation de désastre, puis aussi tout ce qui est au niveau de la réponse hospitalière. Est-ce qu'il y a des études qui sont sorties, mettons, pour nous aider à mieux former le personnel, surtout pendant la pandémie? Est-ce qu'on a des leçons tirées qui pourraient nous aider à mieux enseigner, mieux préparer nos troupes? Est-ce qu'on a des innovations technologiques qui ont été étudiées? Alors, c'est ce genre de sujet-là qu'on voudrait pouvoir partager. Et je cherche des bénévoles étudiants qui seraient intéressés à participer à cette recherche-là, parce qu'il y en a beaucoup des articles là, depuis la COVID. Là, c'est vraiment quelque chose, chercher de la dans la littérature scientifique. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, peut-être que vous pouvez, dans le fond, ils peuvent vous contacter. Puis, oui, exact. On va mettre le lien de l'organisme en bas de vidéo. Puis s'il y a des étudiants qui nous écoutent et sont intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On va vous mettre en contact. Oui, puis on aimerait faire ça pour avant la fin de l'année 2021, là, que ça soit bien en place. Là. Okay. Ouais. Si ça vous intéresse, c'est là. Oui. Parfait. Puis on a quelques cadeaux pour vous, donc je veux juste remercier les entreprises qui ont rendu ça possible. Donc, merci à François Lambert, le Spa Scandinave, quoi d'autre? La boîte à vin et les produits atypiques. Exact. Donc, merci beaucoup. Ben, c'est super. C'est très bien organisé. Félicitations à vous deux pour l'initiative et l'accueil. Merci. Sinon, pour les auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas, on like, vous pouvez laisser des commentaires, des questions, sinon on partage. Et sinon, on se voit à la prochaine. Merci.